En 2017, avec Guillaume Meigneux et Lise Guillerme, on s'est posé la question du devenir du Musée national des arts et traditions populaires, donc l'édifice qui est derrière moi et qui a été pratiquement déconstruit, il n'en reste plus que la structure, fin 2017, début 2018. C'est un édifice absolument remarquable de notre point de vue, un chef-d'œuvre de Jean Dubuisson, identifié dans le monde entier comme un témoignage important en termes de scénographie et d'architecture contemporaine, et pratiquement démantelé en toute discrétion, moins de 40 ans plus tard. Et donc on se questionnait beaucoup sur les raisons qui avaient poussé à cette transformation radicale. Et donc on a construit une recherche qui s'est focalisée sur les édifices culturels. On a essayé de prendre ces 5 cas donc, géographiquement, il y en a dans tout le territoire national, à la fois au nord et au sud de la France, puisqu'on va de Arles à Amiens. Ce sont des édifices construits donc, entre 45 et 85 et qui sont souvent très inventifs sur le plan des dispositifs, des typologies, de la technique, de la technologie scénique. Et en fait, tous ces dispositifs qui ont été construits il y a maintenant presque une soixantaine d'années, ils arrivent au bout d'un cycle. Ils sont obsolètes finalement par rapport à toutes les nouvelles techniques, que ce soit de scénographie de musée ou de scénographie de scène. Donc se rajouter en fait aux couches classiques, je dirais aujourd'hui, de transformation des édifices, donc la thermique, l'accessibilité et d'autres, cette question un peu spécifique de l'obsolescence en fait de ces outils. L'ambition pour dépasser donc, ces questions techniques, c'était la première, c'était de construire une équipe pluridisciplinaire où on serait à la fois des architectes, des historiens de l'art ou de l'architecture, mais aussi des artistes, des techniciens, des architectes praticiens, des enseignants. L'idée c'était de déployer en fait le regard qu'on pouvait porter sur ces objets à d'autres sources documentaires. C'était de construire un regard qui soit un regard peut-être un peu moins technique, un peu moins scientifique sur ces objets, un regard sensible. Et donc on produit des films dans le cadre de cette recherche, à la fois des capsules vidéographiques et puis un film un peu plus au long cours dédié à l'édifice qui est derrière moi. Et puis on a produit ou réfléchi aussi à la production de maquettes interprétatives, de maquettes sensibles, pour donner à comprendre ces objets, puisque la compréhension évidemment elle n'est pas que livresque, elle n'est pas que archivistique, elle est aussi sensible. Le propos de la recherche, c'est évidemment de reconstruire l'histoire récente de ces objets, c'est-à-dire depuis leur livraison jusqu'à aujourd'hui. C'était de documenter les raisons de cette transformation et comment ça avait été mis en place. La plus ancienne est évidemment celle de la Maison de la Culture d'Amiens, mais le projet de MNATP de transformation est actuel et donc les questions qui se posent sont des questions d'aujourd'hui. On a découvert 3 personnes qui nous ont semblé magnifiques en ce sens qu'elles apportaient énormément de connaissances aux 5 objets sur lesquels on a travaillé. La première, c'est le photographe Michel Mock, qui a un fonds photographique de plus de 40 ans. Il a photographié toutes les architectures importantes en France. Le deuxième exemple, c'est la cinéaste Camille Robert, qui il y a 10-12 ans, a passé presque 1 an et demi au MNATP quand celui-ci était en train d'être fermé. La découverte de plus de 300 heures de rush a été pour nous dans la recherche un moment magnifique parce qu'on s'est dit qu'elle avait fait ce qu'on rêvait de faire, évidemment. Puis la troisième personne, c'est Jean-Maure Lyonnais, qui a été un collaborateur très proche d'Oscar Niemeyer pendant presque 15 ans, entre 1975 et 1990, qui a suivi la plupart de ces projets et puis qui les a mis au point sur le plan technique et qui nous a raconté toute sa vie avec Oscar Niemeyer et des choses absolument magnifiques. On s'est rendu compte qu'une des raisons pour lesquelles ces édifices sont transformés dans l'indifférence totale, c'est que le grand public n'en a pas connaissance, ne les aime pas, ne les connaît pas. Et ce qui nous a semblé aussi dans la recherche, c'est que cette transmission de l'amour de ces objets, si je puis dire, n'a pas été construite ou pensée par les gestionnaires de ces 5 cas. Mais donc par rapport à ce travail de vulgarisation, des plaquettes, des livres, etc., on a aussi réfléchi à des objets éditables, comme des maquettes en carton, comme des cartes postales en carton, comme des miniatures. Et donc ce qu'on espère aussi, c'est réaliser dans le cadre de cette recherche, ils sont prêts, il n'y a plus qu'à les envoyer chez l'imprimeur, un certain nombre d'objets populaires dont on espère assurer la diffusion la plus large. Dans ces prolongements et cette valorisation, il y a évidemment des articles et peut-être même des ouvrages. On espère faire un livre sur la carrière de Michel Mock, comme on espère faire un livre d'entretien avec Jean-Maure Lyonnais. Moi, je crois que l'enseignement le plus saillant, le plus vif, c'est la question de la mémoire, en fait. Et plutôt que de parler d'ailleurs de mémoire, ça serait parler des mémoires. Que ce soit le grand public, les utilisateurs, les usagers des lieux, les architectes en charge de la transformation, les maîtres d'ouvrage, les commanditaires,
évidemment les entreprises, etc. Il n'y a pas de mémoire de ce qu'a été le projet architectural. Cette mémoire-là, elle est pratiquement oubliée très très vite. Et donc au moment où arrive la transformation, en fait, c'est presque des gens qui sont amnésiques qui ont en charge cette transformation. Je prends pour exemplifier quelque chose de tout à fait saillant et qui va sortir en fait de la dimension esthétique ou culturelle. Le projet de Maison de la Culture du Havre, donc dessiné par Oscar Niemeyer et Jean Morlionnet, prévoyait dans les toutes premières versions du projet une salle de répétition de la taille de la scène. Cette scène de répétition n'a pas pu être construite à l'époque de la réalisation, dans les années 80. Mais toutes les réservations structurelles avaient été mises en place pour un jour rajouter un plancher dans la forme du volcan, qui est une forme qui est déduite en fait de la présence de la salle. Dans ce volume-là, en fait, il y avait tout ce qu'il fallait pour construire un jour une salle de répétition pour pas trop cher en fait. Cette salle n'a toujours pas été faite à la rénovation des années 2010 parce que aucun des protagonistes, malgré le budget important, n'a saisi que le projet initial n'avait pas été réalisé comme le souhaitaient intégralement les architectes. C'est vraiment une histoire purement fonctionnelle là qui a été oubliée et qui du coup ne peut pas continuer à se déployer. Et donc raconter ça, retrouver ça, quand on fait un projet de transformation, ça peut être tout à fait utile pour répondre à des questions qui sont des questions lourdes de fonctionnement.